Place au parti pris. François Roud, vous restez avec moi. Abnous Chalmani nous rejoint pour le parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Roud, avec cette pétition lancée par Philippe de Villiers pour demander que soit rendu possible un référendum sur l'immigration. Mais derrière, on comprend qu'il y a des médias à l'offensive, des médias politisés, disons-le, les médias Bolloré, pour parler court. Donc ça provoque une controverse assez vive sur la vocation des médias. C'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. C'était peut-être le cas il y a quelques décennies, quand les médias étaient très politisés. Et vous dites, attention, en tout cas, il vaut mieux débattre que condamner, c'est-à-dire. Ouais, j'ai envie de dire je vais aller dans la continuité de ce que disait Caroline. En réalité, au lieu d'excommunier, je préfère qu'on débatte. C'est-à-dire, je reviens sur cette pétition. Nous sommes à l'heure de l'urgence vitale. C'est ce que lance comme appel Philippe de Villiers, et il appelle à l'organisation d'un référendum sur l'immigration. La pétition aurait atteint 1 million de signatures. C'est son droit le plus strict, mais je pense quand même, premièrement, que les signataires ont le droit de savoir, les autres aussi d'ailleurs, que, comme le démontrent les enquêtes de mes confrères, notamment du HuffPost, que contrairement à la pétition contre la loi Duplon qui était vérifiée par France Connect, les noms et les identités des signataires ne sont vérifiés par aucune instance public dans cette pétition. Et par ailleurs, il faut savoir aussi que les données personnelles des signataires sont adressées aux médias du groupe Bolloré. JDD et autres radios et télévisions. Donc ce sont deux éléments qui démontrent, et encore une fois, avoir un débat sur l'immigration, discuter du fond sur l'immigration n'est pas une question pour moi, et au contraire on en parle ici et c'est tout à fait normal. Mais cette méthode-là, elle relève plutôt de l'action d'un parti politique ou de l'adhésion à une mouvance plutôt que du travail d'un média. Parce qu'on peut s'interroger sur l'écho qui est donné et organisé par les médias de Vincent Bolloré à cette initiative. À l'évidence, ces médias sont utilisés comme un instrument d'influence politique, au profit d'une idéologie conservatrice, réactionnaire sur la société et pour une immigration zéro. Alors, ils servent incontestablement l'agenda de son propriétaire, qui est de défendre ses idées en prévision des prochaines élections présidentielles ou législatives, quelles qu'elles soient. Et c'est donc des médias d'opinion en France, comme il existe des médias d'opinion en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis et dans d'autres pays. D'ailleurs, il y a un banquier français qui s'appelle Mathieu Pigasse qui veut faire la même chose à gauche et qui veut faire un groupe de médias d'opinion étiquetés de gauche. Et d'ailleurs, il y a aussi des médias numériques et d'autres médias qui s'affichent comme étant militants ou en tout cas d'une certaine opinion. Donc, ça ne me choque pas, c'est tout à fait le débat et c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est illégal ? Et je réponds non. Puisque un groupe de médias est tout à fait normal, a le droit de citer, à condition qu'il respecte deux obligations. La loi sur la concentration des médias, pas plus de 49% d'une chaîne de télévision nationale, pas plus de 30% de la diffusion totale de la presse quotidienne nationale. C'est la première loi. Et la deuxième loi, c'est celle sur le pluralisme. Les chaînes de télévision doivent respecter la diversité politique, notamment en période électorale, et elle est très surveillée, et la dignité humaine, et pas inciter à la haine, à la discrimination. C'est d'ailleurs fondamental, notre éthique journalistique, notre déontologie. Bon, d'ailleurs, l'Arcom, lorsqu'elle a décidé de mettre fin à la licence de C8, elle a utilisé ces arguments. Alors, d'une certaine façon, en aucune manière, l'orientation politique d'un média n'est interdite. La loi de 1881, elle protège la liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc les spectateurs ont tout à fait le droit de regarder, d'acheter, d'écouter les médias qu'ils choisissent, quelle qu'en soit la ligne, à condition qu'ils respectent les lois que j'ai citées. Et les adversaires de cette ligne politique peuvent et doivent, s'ils le veulent, combattre cette ligne pied à pied. C'est la noblesse de la démocratie. L'important, c'est de bien comprendre le positionnement de chacun. Et c'est là que je veux dire à ces médias, faut pas se cacher derrière son petit doigt, quoi. Faut savoir où on est. Faut assumer, voilà. Donc, la bataille politique par médias interposés, c'est la vie de la démocratie. Mais il ne faut pas complètement faire semblant. Et moi, je trouve ça tout à fait légitime, logique et normal, à condition de savoir à qui on parle et de qui on parle. Et puis, du côté journalistique, les journalistes peuvent aussi accepter ou refuser d'adhérer à une ligne éditoriale qui est extrêmement marquée. Des journaux de presse écrite, je le disais, des médias numériques ont des lignes éditoriales de gauche, par exemple, très claires. C'est leur droit le plus strict. Et pour conclure, moi, je vais vous dire, je suis bien dans le groupe TF1. Et précisément à LCI, où les journalistes, les reporters et les éditorialistes sont complètement indépendants. Et d'ailleurs, autour de ce plateau, tous les soirs,
on débat, on n'est pas toujours d'accord, mais on n'a pas une ligne. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire c'est un autre type de média. Mais on a le droit de citer, et on en est très fiers, à côté des autres. C'est notre régime démocratique, et tant mieux. Un tycoon, comme on dit en bon français, qui, avec ses médias, poursuit un objectif, un agenda politique, pas forcément d'ailleurs en faveur d'un candidat, mais un agenda politique, c'est choquant ou ça fait partie du jeu démocratique, François ? Mais David, c'est vieux comme le monde. Souvenez-vous du Figaro de Robert Hersant, on lui faisait le même reproche, d'être au service du pouvoir, qui à l'époque était à droite. Du coup, la gauche a monté un journal concurrent qui s'appelait Le Matin, dont on savait très bien qu'il avait la finalité de défendre le candidat socialiste. Les lecteurs, les téléspectateurs sont assez malins pour repérer ce qui leur convient et puis quels sont les objectifs politiques des uns et des autres. Et dans l'hyper-offre, qui est celle des médias, d'ailleurs pas seulement des médias classiques, mais des réseaux sociaux, on a de quoi largement trouver ce qu'il nous faut à chacun, me semble. Je pense que c'est tout à fait juste. Moi, je pense qu'à chaque fois, ce qu'on oublie, c'est de prendre le téléspectateur, l'auditeur en compte. C'est qu'il sait très bien ce qu'il écoute, ce qu'il entend, et pourquoi il choisit tel média plutôt que tel autre, pourquoi il zappe plutôt d'un média à un autre, et que les gens ne sont pas idiots, comme les électeurs et les citoyens ne le sont pas, loin de là. François, votre parti pris économique avec ce rapport pavé dans la mare de la Cour des comptes sur la gratuité des transports publics offert par de plus en plus de villes, oui, et qui dit ça n'est pas une bonne opération, et vous êtes plutôt d'accord ? Oui, et si la gratuité n'était pas économique, au fond, c'est ce que nous dit la Cour des comptes, parce qu'elle a fait ce rapport après qu'une quarantaine d'agglomérations en France ont mis en place la gratuité des transports publics, il y a Montpellier, Dunkerque et bien d'autres. Alors la Cour constate que cette politique qui se veut sociale a en fait de problématiques effets pervers, au moins dans les grandes agglomérations. Pourquoi ? Parce que la gratuité, d'un côté, fait augmenter les flux, et de l'autre, interdit le financement des investissements. Du coup, condamne ces grandes agglomérations à voir la qualité des infrastructures se détériorer. Alors vous allez me dire, mais au fond, si c'est pour le climat, après tout, il y a au moins un effet vertueux. Mais non, la Cour constate qu'en réalité, les effets de substitution ne jouent pas au détriment de la voiture, mais au détriment du vélo et de la marche à pied, parce que les nouveaux venus avec la gratuité, ce sont plutôt des gens qui font des courts trajets en centre-ville. Ceux qui utilisent la voiture, eux, ne changent pas d'habitude, donc la quantité de pollution n'est pas toujours en diminution. Alors, au plan national, aujourd'hui, compte tenu des métropoles qui utilisent la gratuité et des autres, les usagers ne payent plus guère que 41% du prix du transport en commun, donc c'est pas beaucoup. Et encore, si on décompte des investissements et des subventions, ça n'est que 22%. Nous ne payons en moyenne qu'un cinquième du prix du billet. Problématique pour deux raisons. Un, il n'y a pas de ressources supplémentaires pour les transports, parce que le versement transport qui est payé par toutes les entreprises au-dessus de 11 salariés, censément pour financer les réseaux, eh bien on est au taquet dans bon nombre de municipalités, on ne peut plus utiliser cette ressource. Et puis deux, l'usager a complètement perdu le sens du coût réel des transports publics. La Cour recommande donc de faire monter la part des usagers, non pas de façon délirante, mais de façon progressive, notamment en suivant l'inflation, quitte à établir des tarifs préférentiels pour certaines catégories, tarifs réduits ou tarifs zéro, mais pas comme le font aujourd'hui les villes. Vous savez que les villes aujourd'hui, elles font un tarif gratuit pour des grandes catégories, les jeunes, les seniors. La Cour dit non, attendez, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut concentrer les réductions sur les populations qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les jeunes en situation de nécessité ou les retraités qui justement n'ont pas assez d'argent. C'est ce qu'on appelle le tarif solidaire, tout en augmentant les prix de façon à pouvoir financer les investissements dans les années futures. En tout cas, l'évaluation des politiques publiques, on ne peut que s'en féliciter. Absolument. Abnouz, votre parti pris international, on a beaucoup glosé sur cette conversation qui a été captée entre Vladimir Poutine, Xi Jinping et le leader nord-coréen sur l'immortalité, pour le dire court. Mais vous dites au même moment, du côté des milliardaires, du côté de la tech, ça redouble d'intérêt sur ces sujets. Depuis longtemps, et vous savez, la semaine dernière, Pascal Perry nous présentait le nouvel homme le plus riche du monde, Larry Ellison, et nous montrait les images, donc 81 ans, et on était tous surpris par son âge. De toute évidence, il ne fait pas son âge, et effectivement, il ne veut pas, il refuse. Je cite, « La mort n'a jamais eu de sens pour moi. Comment une personne peut-elle être là ?
puis tout simplement disparaître. La mort me met très en colère. Résultat, il investit des C'est la phrase millions. du jour. La mort me met très en colère. Moi aussi, j'avoue, mais j'ai toujours depuis l'enfance une fascination pour les vampires, donc je le comprends tout à fait. Vous allez me dire, mais enfin, les milliardaires, et je vais vous faire une liste assez rapidement de tous les milliardaires obsédés par l'immortalité, mais pourquoi ? Pour une seule raison, c'est qu'ils sont à la pointe de l'innovation. Ils ont poussé si loin les limites technologiques en un temps quand même record, que tout paraît possible. Et c'est quoi la seule frontière qui leur résiste ? C'est la mort. Donc ils veulent la contourner, l'éloigner, voire la battre. Je vous parle d'hommes qui non seulement ont cette obsession d'aller toujours plus loin, mais en plus un sentiment de maîtrise, parce que tous ces outils technologiques nous disent quoi ? C'est que je veux maîtriser la chose. Et en plus, c'est un moyen comme un autre de combattre l'anxiété de la mort, et ça, c'est quelque chose que nous avons tous en partage. Résultat, Jeff Bezos, le boss d'Amazon, est considéré comme le pionnier de la reprogrammation cellulaire dans lequel il investit des milliards. Peter Thiel, grand financier de Trump, très proche de J.D. Vance, qu'il a imposé à la vice-présidente. Voilà ce qu'il dit. Il y a tous ces gens qui disent que la mort est naturelle, que c'est juste une partie de la vie, et je pense que rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Lui, il pense pouvoir vivre jusqu'à 120 ans et considère la mort comme, je cite, un problème résolvable. J'avoue, ça me fait vraiment craquer. Un problème technique. Un problème technique, exactement. La mort me met en colère. La mort n'est qu'un problème technique. J'ai pas fini. J'ai encore mieux. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, lui veut très, très humblement mettre l'intelligence artificielle au service de la longévité. Lui, ce qu'il espère, c'est de rajouter 10 ans d'espérance de vie à l'humanité tout entière. Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chen, eux, ils veulent améliorer la vie, donc ils investissent dans la les transformations biologiques. Par contre, Elon Musk, il est opposé à l'extension de la vie, craignant, je cite, une stagnation culturelle. Par contre, ses projets visent l'amélioration humaine, comme Neuralink, vous savez, on en avait parlé ici, qui étudie les interfaces cerveau-machine pour essayer de guérir Parkinson, cécité, paralysie. Il y a déjà eu des implantations. Et là, j'arrive à quasi mon héros, Brian Johnson, entrepreneur américain de 47 ans, multimillionnaire, qui, lui, n'a qu'une obsession, c'est inverser le processus de vieillissement. Là, vous le voyez, il a 47 ans. Il dépense... 47 ans, oui, il fait assez jeune. Non, oui. Et il dépense 2 millions de dollars par an dans son programme anti-âge baptisé Project Blueprint. Alors, c'est pas compliqué, 30 médecins le suivent au quotidien. Ouf. Il est particulièrement suivi, 1,5 million d'abonnés sur YouTube, 1,7 million sur Instagram, 310 000 sur TikTok. Alors, selon son équipe médicale, les résultats sont spectaculaires. Âge biologique global réduit de 5 ans, cœur d'un homme de 37 ans dans un corps de 47 ans, peau équivalente à celle d'un jeune homme de 28 ans, capacité physique et respiratoire d'un jeune de 18 ans, rythme de vieillissement ralenti, il vieillit de 7,5 mois tous les 12 mois. Et il va plus loin. Et il a tenté la fameuse expérience des transfusions trigénérationnelles avec son fils et son père. Je vous la fais simple. On a pris le plasma de son fils qui à l'époque avait 17 ans, c'était il y a 2 ans, était mineur. On lui a donné et après on a pris le sang et le plasma de notre Brian pour le donner à son père, Richard, qui a 77 ans. On avait fait le test sur les souris, ça marchait. Ah oui, là vous voyez l'évolution de ce cher Brian Johnson. Donc vous voyez quand même, il y a quelque chose qui marche. Alors il avoue, il fait du peeling, etc. Mais il y a peut-être un peu de chirurgie esthétique. Il fait du peeling. Il entièrement, vous avez sur ses sites, vous avez la liste de tout ce qu'il fait. Il était obèse, il était en dépression, et depuis, j'allais dire, il va mieux. Mais comme le transformation, le coup du sang trigénérationnel n'a pas fonctionné. Il le dit tout. Je ne m'injecte plus le sang de mon fils. C'est vraiment l'impression d'être dans un truc de vampire. Je suis passée à autre chose. L'échange plasmatique total. Ça prendra un quart d'heure pour que je vous l'explique, mais ça a l'air de fonctionner. Par contre, sa vie est millimétrée. Réveil à 4h30, coucher à 20h30, luminothérapie dès le réveil, 2000 calories par jour strictement contrôlées, régime vegan sauf le collagène, jeûne quotidien après 11h du matin, plus de
60 kilos de légumes par mois, 120 compléments alimentaires par jour. C'est bien la peine. L'immortalité, c'est pas une vie. C'est bien la peine de vivre si longtemps. En plus, avec 30 médecins qui sont autour de lui. 30 médecins qui le suivent au quotidien. Quel ennui. Quel ennui. Mais peut-être que grâce à toutes ces folies, effectivement, dans 120 ans, nous aurons le même plateau et nous n'aurons pas changé d'un iota. Et nous serons encore capables d'assurer nos partis pris. Et nous nous coucherons à 20h30. Non, mais boire une goutte de vin. Avec tous les avantages de la vraie vie, mais sans les inconvénients de la mort. C'est pas mal. Merci à vous trois pour ces partis pris. C'est très Dorian Gray, votre affaire. Vous qui aimez les livres. C'est un de mes livres cultes aussi.